Je remercie les organisateurs du colloque de m'avoir invité sur un sujet un peu particulier. La collection privée de peinture du duc d'Orléans est orientée vers l'art contemporain et Louis-Philippe achète au salon, parfois à des marchands, parfois en vente publique. Lorsqu'il commande une œuvre à un artiste, il lui fournit un programme iconographique, intervient directement dans l'interprétation du sujet, fixe les dimensions, et tout cela avec d'autant plus de soin que sa collection est un instrument de propagande et de pouvoir. Les sujets religieux ont un statut particulier parmi les tableaux de sa collection. Ils sont rares dans les principales demeures, que ce soit au Palais Royal, qui fait partie de l'apanage, à Neuilly, à Eu ou à Randan, le château d'Adélaïde. Il n'y a que 2 ou 3 tableaux religieux au Palais Royal pour la chapelle. L'un d'eux est connu, c'est la Lamentation au pied de la croix de Paul Delaroche, qui est au musée Condé, et une esquisse dans un musée new-yorkais. De l'esquisse au tableau achevé, la composition s'est épurée, l'éclairage s'est assombri considérablement, l'expression de la Vierge est plus austère, les carnations sont plus pâles et le style est devenu classique. Dans la chapelle du château de Randan, le tableau principal est déporté à la voûte, une Assomption de la Vierge par Alexandre Abel de Pujol, tandis que la place du maître-autel est dévolue à une statue de la Vierge qui se détache devant un vitrail. Chez Delaroche comme chez Abel de Pujol, l'influence de la tradition de la peinture religieuse italienne des XVIIe et XVIIIe siècles se fait sentir, tradition bolognaise dans le premier, romaine dans le second. Les archives de Randan, communiquées par Lionel Sauzade, établissent qu'il y avait d'autres tableaux religieux dans le château, par exemple Joseph vendu par ses frères, une visitation aussi, car chaque appartement pouvait avoir une pièce servant d'oratoire. Ces sujets religieux sont le domaine des femmes. Si Louis-Philippe est très jaloux de décider seul des achats d'œuvres d'art, il laisse Marie-Amélie choisir le sujet des tableaux des maîtres-autels des chapelles du Palais Royal ou de Neuilly, où l'art contemporain est toujours privilégié avec des œuvres de Méry-Joseph Blondel, Évariste Fragonard ou Paul Delaroche. Par ailleurs, l'acquisition de copies réalisées par Ferréol de Bonnemaison d'après des œuvres de Raphaël est envisagée comme un cadeau de piété, mais sans plus. Louis-Philippe s'est peu manifesté en tant que catholique croyant jusque vers 1830. Le témoignage de Marie-Amélie lors de sa rencontre avec le duc d'Orléans ne prouve pas la foi, mais le respect des convenances. Le 26 juin 1808, elle note dans son journal « Maman, nous deux le duc, nous sommes mis en voiture et nous sommes allés à Boccadifalco, à Saint-Martin. Nous avons reçu la sainte bénédiction et j'ai vu avec plaisir que le duc, ne suivant pas l'usage français, s'est tenu à l'église avec beaucoup de respect et de dévotion. Il n'empêche, la religion est nécessaire et finalement la monarchie de Juillet continue les campagnes de tableaux religieux commencées sous la Restauration. Donc je vais dans un premier temps essayer de voir quelle est la place des tableaux dans les bâtiments funéraires, ensuite voir à quels artistes Louis-Philippe s'est adressé, et enfin, j'insisterai surtout sur l'un d'entre eux, Charles-Philippe Larivière. 2 commandes d'architecture religieuse et funéraire interviennent pratiquement au même moment, c'est la Compassion et la chapelle royale de Dreux, et finalement, les commandes de composition religieuse doivent être étudiées en parallèle. Outre le fait que les commandes sont contemporaines, un autre point réside dans la rareté des tableaux pour la chapelle de Dreux, comme pour la Compassion. Ce sont des édifices funéraires et les tableaux sont inutiles dans un lieu de recueillement. Les inventaires mobiliers de 2 chapelles montrent que, même dans les appartements annexes, par exemple le petit salon de Marie-Amélie à la Compassion, il n'y a aucun tableau, seulement un crucifix, objet de dévotion. Le faste est donc reporté sur d'autres techniques, en particulier sur la sculpture et le vitrail. Néanmoins, à droite, dans les pièces d'archives de droite de la Compassion et l'inventaire de 1848, on voit bien qu'il y a 2 tableaux, le portrait de Ferdinand Philippe par Ingres et une cérémonie de la mort de Ferdinand Philippe par Jacquin.
Le travail des artistes est donc celui des sculpteurs, mais aussi celui des vitraux. Ce n'était pas la première fois que Louis-Philippe utilisait le vitrail, et les vitrails de la Chapelle II sont commandés en 1831, ceux pour Fontainebleau en 1835. Mais pour Dreux et pour la Compassion, on peut dire qu'il s'agit des premières commandes privées globales de Louis-Philippe dans le domaine de la peinture religieuse. L'inventaire de Dreux que vous avez à gauche de juillet 1840 fait néanmoins mention de 3 tableaux, la mort de Saint-Louis, Sainte-Adélaïde et Saint-Arnoux, évêque de Metz, en fait les 3 saints patrons de la chapelle. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait de tableaux ou peut-être de cartons de vitraux, puisque c'est ainsi que les cartons de vitraux d'Ingres apparaissent dans les archives. Mais en fait, on a trois œuvres. Les commandes de vitraux interviennent qu'en 1843, donc ce n'était pas possible. Et on a bien 3 tableaux à Dreux. D'une part, la mort de Saint-Louis, exécutée par Vafflard, le seul tableau que j'ai retrouvé commandé par la mère de Louis-Philippe, mais je ne sais où il est, et les 2 tableaux qui ont été montrés tout à l'heure, Saint-Arnoux, Sainte-Adélaïde, par François-Joseph M. Mais en fait, les tableaux sont réalisés en 1822, donc après la mort de la duchesse douairière. Je m'interroge pour savoir si un programme iconographique a été conçu pour Dreux et donné aux peintres. Cette question est importante, mais moi, je n'ai pas repéré de document, d'autres l'ont peut-être fait. On sait que Brognard a conçu un tel programme pour eux en 1833, sous la directive de Louis-Philippe. Cependant, à lire les archives, on a l'impression que les demandes ont été faites aux artistes au fur et à mesure, par ajouts successifs. 2 axes sont recherchés en lien avec un bâtiment funéraire. D'une part, la Passion du Christ, y compris des Pietas, et d'autre part les saints patrons, en particulier la vie de Saint-Louis, ainsi que les saints dont le visage reprend celui des membres de la famille dans une iconographie étudiée par Grégoire Franconi. Les œuvres sont payées sur le budget de la liste civile. Alors, quels sont les artistes qui ont été choisis pour Dreux ? Le choix des artistes montre une corrélation non seulement avec les commandes pour les demeures privées, mais avec les palais de la couronne. Je vais essayer de voir les correspondances, mais aussi la spécificité de Dreux. En fait, le goût de Louis-Philippe a évolué. Au début des années 1820, il achète toujours de l'art contemporain français. Il s'intéresse d'abord au sujet troubadour qui commence à passer de mode après la mort du duc de Berry, mais s'intéresse aussi au sujet pittoresque, aux scènes de genre, commande bien sûr les portraits d'apparat de sa famille à François Gérard, puis se concentre sur l'histoire de France. Vers 1824-1825, il achète des œuvres à des artistes romantiques, avec une prédilection pour Horace Vernet, qui est vraiment une figure majeure du romantisme en France jusque vers 1828. Parmi les peintres de prédilection du duc d'Orléans, il faut citer François-Marius Granet, Martin Drolling, Horace Vernet, le paysagiste Michalon, mais aussi 2 anciens élèves de David, Gros et Girodet. Louis-Philippe acquiert des œuvres à la vente après décès de Girodet et à celles à la vente après décès de Géricault qui meurt en 1924. Dès lors, l'originalité de sa collection s'affirme de manière significative avec l'apparition de nouveaux noms, Ary Scheffer, Victor Schnetz, Eugène Isabey, Théodore Gudin. Ces changements sont dus à des facteurs économiques, mais aussi politiques. Au choix personnel du collectionneur, qui a déjà bien rempli le Palais Royal, s'ajoutent des raisons politiques d'une figure de premier plan qui affirme son opposition au gouvernement de Charles X. Néanmoins, la curiosité du duc d'Orléans pour la nouvelle génération d'artistes doit être tempérée. D'une part, il ignore les symptômes et ne prend les courants que lorsqu'ils sont bien établis. D'autre part, il attend la mort de Girodet et celle de Géricault pour acquérir leurs œuvres. En fait, l'évolution amorcée dès ces milieux des années 20 s'établit davantage au profit d'une histoire personnelle, avec des formats souvent ambitieux, plutôt que dans un engagement dans la bataille romantique.
À partir de 1828-1830, le goût du duc d'Orléans évolue vers plus de classicisme. Il va surtout dans toutes les directions. L'éclectisme domine, reflet d'une personnalité qui paraît mesurée en tout. Sa collection privée va des romantiques, comme Delacroix, mais pas trop, jusqu'aux classiques, mais pas trop non plus, avec Picot et Ingres, qui sont en dehors des courants académiques. À partir du moment où il accède au trône, le mécénat de Louis-Philippe devient royal et son goût beaucoup plus impersonnel. Ce qui me frappe, c'est la fidélité de Louis-Philippe aux artistes appréciés dès son retour d'exil. Elle marque la montée en puissance de la deuxième génération de Davidiens, les élèves des élèves de David. Les jeunes artistes qui ont reçu des commandes pour Neuilly, pour le Palais Royal, vont recevoir des commandes pour les galeries historiques de Versailles dans les années 30, principalement Vernet, Delacroix, Ary Scheffer, Théodore Gudin, Jean Hallot et Victor Schnetz. Sous l'influence d'Auguste de Forbin, le directeur des musées, et de son successeur, Alphonse de Cayeux, les nouvelles générations d'artistes fait son entrée à Versailles, comme Henri Lehmann, Papetit. Les peintres de la chapelle de Dreux sont bien inscrits dans ces courants. La première commande date de 1839-1840. Elle est passée à Paul Delaroche, Ziegler, et qui sont sollicités et qui étaient des artistes qui étaient déjà sollicités pour le Palais Royal. Une deuxième commande intervient en 1841, et là, il s'agit de cartons pour les vitraux du déambulatoire qui traitent de la vie de Saint-Louis. Parmi les noms, on a Horace Vernet, Eugène Delacroix, Hippolyte Flandrin et Georges Rouget, un des élèves de David. Les commandes des Grandes Verrières sont passées en 1843-1844 par les musées royaux, mais payées sur la liste civile. Les archives sont à chercher d'un côté dans les archives des musées nationaux et de l'autre dans O4. Les commandes concernent à la fois Dreux et la Compassion, si bien qu'il est difficile d'établir une antériorité, et je voudrais revenir sur deux artistes principaux qui apparaissent dans les archives. D'une part, Jean-Auguste Dominique Ingres, avec les baies au rez-de-chaussée. La commande est passée le 17 mars 1943 et la demande de paiement intervient le 21 juillet pour les cartons de la Compassion, mais on sait que certains ont été repris, comme ces deux-là ont été repris pour la chapelle de Dreux. Dans l'exercice de 1844, on a les 8 grandes figures pour Dreux, avec un paiement qui intervient dès le 27 juillet pour ces figures: Saint-Denis, Saint-Rémy, Saint-Germain, Sainte-Clotilde, Sainte-Geneviève, Sainte-Radegonde, Sainte-Isabelle et Sainte-Bathilde. Ingres est vraiment un cas à part. Il intervient à la fois à la Compassion, surtout à la Compassion, et ici à Dreux. Mais en fait, cet artiste n'est absolument pas proche du roi. Louis-Philippe a essayé de le faire travailler à Versailles, mais Ingres a refusé. Et Ingres est proche de Ferdinand Philippe, dont il réalise le portrait tout juste achevé au moment du décès du prince royal. L'autre artiste qui apparaît fréquemment dans les archives, c'est Charles-Philippe Larivière, et les archives précisent la chronologie des commandes. Le 13 juillet 1943, il y a une première commande, et le paiement intervient le 3 décembre. Et là, on a un paiement de 1200 francs à Larivière pour l'exécution de 2 tableaux représentant le Christ au Jardin des Oliviers et le Christ en croix, devant servir pour les vitraux de la chapelle de Dreux. C'est intéressant de voir dans les archives comment la rapidité, disons, de cette commande, mais également le paiement très, très succinct, finalement. Louis-Philippe souhaite que les baies soient installées le 10 juillet 1844, mais en fait, elles ne sont installées qu'en 1945. Ensuite, on a une deuxième vague de commandes, le 4 mai 1944, avec un paiement augmenté à 3 000 francs pour 2 tableaux représentant Sainte-Adélaïde et Saint-Arnoux, pour 2 autres vitraux de la chapelle de Dreux. La commande de ces cartons est là aussi très rapide, parce qu'en fait, elle a été passée à Ingres, mais en février 1844, devant le retard d'Ingres, la commande revient à Larivière.
Et puis dans les archives, on a une troisième vague de commandes. C'est le 30 septembre 1844, 3 tableaux sur le thème de la vie du Christ. Notre Seigneur trahi par Judas, Notre Seigneur livré aux Juifs par Pilate, c'est-à-dire les Tchéhomo, et Notre Seigneur portant sa croix. Et en fait, cette commande concerne des cartons pour les glaces peintes de la crypte, d'abord passé à Julien Michel Gay, qui meurt en décembre 1843, et sa mort entraîne le report, disons, de la commande vers la rivière. Là, le prix est supérieur, puisque c'est 2000 francs chaque. La dernière commande intervient en 1845, c'est la commande des cartons pour la coupole, et donc on a la commande de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, cartons à reproduire sur verre pour la chapelle de Dreux. Tous les cartons sont mentionnés comme étant des tableaux, et vous voyez la rapidité de la commande entre 1843 et 1845. Alors je voudrais développer davantage sur Charles-Philippe Larivière, qui est un élève de Girodet, qui a le prix de Rome en 1824 et qui part à Rome. Son dernier envoi de Rome est exposé au Salon de 1831. C'est le pape Nicolas V pendant la peste à Rome. Et je n'ai pu obtenir qu'une photo noir et blanc du Louvre. Le tableau doit être à Liévin. À partir de 1834, Larivière reçoit des commandes pour la Galerie des Batailles et pour la grande salle des croisades au château de Versailles. Cette œuvre est la plus théâtrale, disons. Elle est marquée par l'esthétique de son maître Girodet, mais surtout par celle de Victor Schnetz, dont les œuvres romantiques sont proches de celles de Géricault dans les années 1820, mais qui, en 1837, reçoit des commandes également plus déclamatoires, disons dans un style plus déclamatoire et classique, pour la même salle des croisades. En même temps qu'il travaille à Versailles, en 1843-44, Larivière reçoit la commande de 2 cartons, puis de 2 autres, puis ensuite les cartons de la coupole et ensuite les 3 sujets pour les glaces peintes. Je vais essayer de détailler les cartons pour les verrières et pour la coupole. D'abord, on a une commande pour Jésus au Jardin des Oliviers et la Vierge au pied de la croix. La fabrication des verrières est confiée à la Manufacture de Sèvres et son directeur, Brognard, demande aux artistes 2 types de modèles pour les peintres verriers de son atelier. D'une part, comme vous le voyez à droite, une esquisse en couleur à l'huile ou à l'aquarelle et à gauche, une maquette à échelle 1 en grisaille. Les 2 esquisses, donc pour Jésus au Jardin des Oliviers et la Lamentation de la Vierge, sont conservées au Musée d'art et d'histoire de Dreux. Elles sont réalisées à l'huile sur toile et je remercie mes collègues des clichés qu'elles m'ont envoyés. Les 2 esquisses sont suivies par 2 cartons dont je n'ai que des photos en noir et blanc qui sont à Liévin. Donc. La rigueur de la composition répond bien au schéma de l'école de David, qui reprend ceux de l'art italien, en particulier avec l'étagement des figures. Mais par contre, les contrastes de lumière et d'ombre font référence plutôt au procédé romantique, pratiqué à la même époque par Schnetz, tout comme l'obscurité tumultueuse du ciel. L'éclat de l'ange est une citation du tableau de Delacroix à l'église Saint-Paul-Saint-Louis, qui était exposé au Salon de 27, mais le thème du Christ au Jardin des Oliviers est vraiment fréquent dans la première moitié du XIXe siècle, et Chassériau venait de le représenter en 1840 dans un tableau très célèbre. La touche est assez vive et montre un certain lyrisme. Quant aux couleurs chaudes de la tunique du Christ, de la robe de la Vierge, ils s'inscrivent dans le goût de la rivière pour une peinture vénitienne, mais sont en fait devenus des poncifs dans les années 1840. Dans le carton, la découpe de la composition en partie supérieure correspond à la forme qui a été réalisée par la suite. 2 autres cartons sont conservés à Liévin. À gauche, Saint-Arnoux, évêque de Reims, lavant les pieds d'un pèlerin, et à droite, Sainte-Adélaïde, faisant l'aumône. Il s'agit donc de la commande passée à Ingres, récupérée, je dirais, par Larivière. Ces 2 cartons sont de même format, réalisés au crayon noir et à la pierre noire, et rehauts de gouache blanche. Mes collègues m'ont indiqué sur une toile, mais je ne peux pas vérifier.
La dernière commande que je voudrais aborder est celle de la coupole, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, soit 13 figures, la Vierge et les 12 apôtres, et au centre, le Saint-Esprit. Les esquisses et les maquettes sont connues. D'une part, 2 esquisses réalisées en août 1845, conservées au musée de Dreux. Elles sont exécutées à la mine de plomb et à l'aquarelle sur papier, avec l'indication des fuseaux des verrières. Les couleurs sont en cours de recherche, le jaune est prédominant, mais elles sont quand même dans des tons assourdis par rapport au vitrail, qui, lui, est construit sur le bleu et sur le rouge. Et surtout, il existe 28 cartons en grisaille des apôtres et de la Vierge et un 29e du Saint-Esprit, conservés au département des dessins du Louvre. Ces cartons sont en cours de restauration par Isabelle Drieux-La Rochelle et je dois mes photographies à l'obligeance de ma collègue Marie-Pierre Salé, conservateur en chef responsable des dessins du 19e, et à Laurence Kellux, responsable de l'atelier de restauration des dessins du Louvre. Les dessins sont réalisés à la pierre noire, au lavis, à la gouache, rehaussés parfois de craie blanche sur du papier vélin très fragile. Ils sont tous de même dimension, c'est-à-dire qu'ils font 2,60 m de hauteur et 70 cm de largeur. Les figures des apôtres sont coupées selon la forme des fuseaux de la coupole. Il y a une monumentalité dans cette commande, pourtant très simple, unifiée, avec une grande science des raccourcis, très adaptée évidemment à la forme de la coupole. La Vierge est debout, je vous la montre ici à droite, elle domine les apôtres, appuyée sur le bord de la coupole. Hormis le Saint-Esprit, le centre est laissé libre et la rivière a varié les attitudes. Certains apôtres sont debout, d'autres assis, d'autres à genoux, tout en soignant l'enchaînement des figures. Dans les cartons, le dessin forme contour. Il est appuyé mais reste souple sans être fermé. La lumière et les ombres sont indiquées par des hachures, mais les passages sont adoucis à l'estampe. Ce sont vraiment des documents de travail. Les numéros sont parfois indiqués sur chaque élément et il y a des traces de doigts et des indications de couleurs. Pour permettre au maître verrier de travailler, les cartons ont été doublés par une toile. Ah, j'ai plus rien. Je fais comment ? Concluez. Non, les cartons ont été doublés par une toile de jute. Je crois que mes photos sont trop lourdes, j'ai des hautes définitions et c'est trop lourd. Et en fait, sur la toile de jute, au revers, on a des traces d'étain. Donc, par la correspondance de la rivière, on sait qu'il a travaillé au Louvre, mais les taches d'étain, les marques d'étain prouvent que les cartons ont bien été apportés à Dreux et que les maîtres verriers ont travaillé avec ces cartons. La rivière a considéré son projet pour la coupole de Dreux, on va revenir en arrière alors, moi je n'ai vraiment plus rien, comme l'une de ses œuvres les plus importantes, puisqu'il choisit d'être représenté à l'exposition universelle de 1855 par ces cartons qu'il a montés donc en rosace et par le tableau du pape Nicolas V. Ingres aussi présentait des cartons à l'exposition universelle de 55, mais je n'ai pas retrouvé on retrouve les cartons d'Ingres dans les photographies de Disdéry, on ne retrouve pas les cartons de la rivière. Et c'est sans doute... Il n'y a plus rien. C'est sans doute à ce moment que les cartons ont été montés sur châssis et on voit dans les châssis des rainures parce que les cartons s'emboîtent les uns dans les autres. Et ils sont bordés par une baguette dorée, donc ils ont vraiment été montés pour être présentés dans une exposition. En conclusion, en fait, en 1855, l'artiste est déjà jugé comme un artiste secondaire. Dans les lettres sur l'art français de 1850, Philippe de Chenevière, qui est attaché au musée royal depuis 1946, le juge sévèrement. Le roi défunt a donné un crédit fâcheux à M. Larivière qu'il employait avec l'estime tenace et malheureusement trop peu éclairée qu'il avait circonscrite entre quelques talents obéissants et secondaires. En fait, Charles Rivière est sans doute l'artiste, le peintre le plus représenté dans la chapelle de Dreux.
Et c'est assez intéressant de voir que entre 1843 et 1845, on a une évolution assez prononcée. D'abord, avec les 2 premières verrières dont les esquisses sont à Dreux, il s'y montre attaché au romantisme. Ensuite, il renoue avec la tradition de la peinture religieuse comme élément de la peinture d'histoire dans les 2 cartons de Saint-Arnoux et de Sainte-Adélaïde, et se retourne vers un art beaucoup plus éclectique, mais aussi plus épuré dans la coupole. Les cartons et les esquisses permettent de comprendre quel est le choix de la rivière, tandis que dans le vitrail, à ces choix artistiques, disons, s'ajoute l'interprétation des peintres de la manufacture de Sèvres. Je vous remercie.